Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence conjugale et intrafamiliale. À ce titre, nous avons avec nous Maître Benjamine Bovy, avocate spécialisée en droit familial et aussi en matière pénale. Maître Bovy nous éclairera sur l'aspect légal des violences intrafamiliales. Merci d'être avec nous, Maître. Bonjour, merci. Madame Sarah Karam se joint également à nous en tant que conseillère conjugale et familiale. Elle répondra à nos questions relatives aux enjeux et conflits qui peuvent exister au sein des couples. Merci Sarah d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Madame Michèle Schubert. Je ne sais pas si je dis bien votre nom. Super, de famille. parfait. Voilà, psychologue clinicienne qui travaille au Home Victor Dupré. Le Home est un endroit où les femmes victimes de violences peuvent trouver un abri et un soutien professionnel. Donc merci d'être avec nous. Merci à vous. Ensuite, nous avons par téléphone Madame Yamina Zaza qui est à la tête d'un centre de prévention des violences conjugales et familiales. Elle va nous éclairer sur la prise en charge des personnes nécessitant un asile et sur tout ce qui est mis en place pour prévenir et accompagner les usagers. Madame Yamina Zaza, vous m'entendez? Vous êtes avec nous? Je ne sais pas si elle m'entend. Elle m'entend? Madame Zaza, vous êtes là? On galère aujourd'hui. On n'arrive pas à connecter, on n'arrive pas à se connecter virtuellement. On se connecte par téléphone et puis on a perdu Madame Zaza. Bon, j'espère qu'elle va nous entendre par la suite. Alors. En 2012, l'OMS relève que plus d'une femme sur 5 a déjà été victime de violences dans sa vie et que dans 34% des cas, cette violence leur a été infligée par son partenaire. Bien que les deux sexes soient concernés, et j'insiste quand même sur ce sujet-là, parce que il existe plusieurs types de violences, mais on peut dire que 5 fois sur 6, la victime est une femme. En Belgique, en 2019, 24 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. La RTBF publiait d'ailleurs à ce titre un article en novembre 2019 stipulant que 70% des plaintes concernant des violences conjugales étaient d'ailleurs classées sans suite. Donc je vais commencer avec Maître Bovy. Pouvez-vous peut-être nous décrire votre travail en tant qu'avocate en droit des familles et comment vous accompagnez ces problématiques-là en particulier ? Alors, on les rencontre donc en droit des familles et en droit pénal, comme je vous ai dit, puisque on a parfois, en tant qu'avocat en pénal, on va parfois être consulté par une femme qui a été victime de violences intraconjugales, et donc on va les aider dans le parcours pénal en tant que partie civile. On accompagne aussi parfois des auteurs de violences conjugales, où là, la question va être de discuter avec eux pour comprendre la dynamique dans laquelle ils se sont inscrits, pourquoi ils se sont rendus coupables de violences conjugales, les diriger aussi parfois vers des formations spécifiques pour leur apprendre à gérer cette problématique. Et alors, en droit des familles, souvent quand il y a de la violence conjugale qu'on retrouve en pénal, on a l'aspect familial, puisque ce sont des couples qui vont devoir se séparer, parce que c'est pas possible de rester avec cette violence dans la famille. Cette violence, elle a des conséquences sur les enfants, même quand ils ne sont pas victimes directes des violences. Qu'un enfant qui voit sa mère victime de violence ou son père victime de violence, ça peut arriver aussi. Dans les deux cas. Ça va le marquer, ça va construire aussi son identité, ça peut en faire quelqu'un de violent dans l'avenir. Donc là, on a la problématique du tribunal de la famille qui va décider, qui va trancher au terme d'un débat, qui aura la maison, qui peut garder le domicile conjugal, qui peut héberger les enfants, comment se répartit l'hébergement des enfants, qui aura l'autorité à l'égard des enfants. Donc le tribunal de la famille, lui, il ne prend pas de sanction à l'égard de l'auteur de victimes conjugales. Le tribunal de la famille, il règle la question de l'hébergement des enfants. Je veux dire ça globalement, et de la question de leur aspect matériel. C'est la justice pénale qui, elle, va sanctionner l'auteur de violences conjugales. Il faut pas faire parce que parfois certaines femmes arrivent et sont surprises, elles me consultent, elles sont déjà dans la procédure familiale et elles ne comprennent pas que monsieur ne soit pas en prison, pour caricaturer, mais c'est pas le même juge, et c'est bien que ce soit pas le même juge à mon estime, parce que au niveau de l'enquête pénale, soit il y a un juge d'instruction, un procureur du roi, on va mener une enquête à charge et à décharge, c'est vraiment deux rôles tout à fait différents. Mais quand on est confronté à des violences conjugales, il y a souvent deux procédures de front, deux procédures à mener en parallèle. Oui, et donc je reviens alors du coup vers Madame Karam. En quoi consiste le métier de conseillère conjugale et familiale ? Et quel lien vos interventions ont-elles avec la violence conjugale ? Oui.
Bien, le conseiller conjugal et familial est un intervenant psychosocial qui a effectué donc un bachelier en haute école de conseil conjugal et familial, bien entendu. C'est un titre qui est reconnu par la communauté française et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous veillons quand même au sein de l'Union professionnelle des conseillers conjugaux et familiaux, dont je suis membre du CA, à sa reconnaissance dans l'espace public et institutionnel, et surtout à la cohérence entre l'offre de nos études et en institution, ce qu'on ne retrouve pas vraiment sur le terrain. C'est une démarche qui est notamment faite aux politiques. En tout cas, le conseiller conjugal et familial, il va intervenir sur le champ de la vie relationnelle, affectif et sexuelle. Il va apporter un soutien et un accompagnement thérapeutique, tant pour les personnes seules que pour les couples ou les familles qui vivent des difficultés. Alors, on retrouve le conseiller conjugal et familial en institution, donc en planning familial, en centre d'accueil, en centre médical, donc en équipe pluridisciplinaire ou en cabinet privé, comme je le pratique d'ailleurs aussi à Bruxelles. Et pour ce qui est du lien avec la violence conjugale, les conseillers conjugaux et familiaux sont formés à l'accompagnement des familles qui vivent des violences conjugales. À partir du moment où les personnes sont informées de nos services et de nos interventions, les personnes se dirigent assez facilement vers nous pour des questions de violence conjugale. Alors pour ma part, j'accompagne les personnes qui vivent des violences dans leur couple en consultation et j'anime également des groupes de parole autour de la thématique. Même si chaque histoire et chaque situation est différente, le fait d'en parler avec des personnes qui ont vécu une histoire similaire va avoir ses bénéfices. Donc l'idée c'est un peu de les accompagner par rapport à leur vécu. Hein. Et ça vous arrive parfois d'être en contact avec les avocats ou alors que les avocats se disent « Ah tiens, on va réorienter vers des professionnels de la santé ». Ça arrive parfois que par exemple, vous vous mettiez en contact avec l'avocat ou que l'avocat vous envoie des patients, enfin des accompagnements. Exactement. Je collabore avec beaucoup de personnes pour envisager une prise en charge beaucoup plus complète de la personne, évidemment. Okay. Et même du côté des avocats, on a de plus en plus le réflexe aussi de renvoyer, en plus de nous, vers d'autres intervenants, parce que nous, on est sur l'aspect purement juridique, mais il y a un accompagnement psychologique, psychosocial. C'est vrai que les avocats conseillent, allez voir un psychologue, allez voir un conseiller, tout à fait. Ça arrive régulièrement. Madame Speer, comment fonctionne le Home Victor Dupré ? Alors le Home Victor Dupré, c'est une maison d'accueil, une très grande maison d'accueil. On est une très grande équipe aussi. Hein. Principalement des éducateurs qui font un travail exceptionnel, des assistantes sociales, des cuisiniers aussi. Et ça, c'est très important parce que c'est eux qui préparent les repas du matin, du midi et du soir. On a une maison qui accueille des femmes de tous horizons, de toute culture, et la nourriture est très importante aussi. Et on est 2 psychologues, dont moi qui suis référente pour les violences conjugales et intrafamiliales. L'accueil des femmes se base sur un réquisitoire du CPS de la commune d'origine, en tout cas des femmes que l'on reçoit qui sont domiciliées par exemple sur Bruxelles, Etterbeek, Mettons, etc. Donc il nous faut un réquisitoire pour pouvoir accueillir ces femmes-là. Sans ça, malheureusement, c'est pas possible. Mais dans la maison, en tout cas, les femmes sont libres de sortir et de rentrer. Et effectivement, il y a des groupes de parole qui sont organisés, des activités zen. En tout cas, le bien-être des femmes qui sont accueillies, c'est un point central pour nous. Ok. Alors, j'espère qu'on a Madame Zaza en ligne. Est-ce que Madame Zaza est avec nous ? Vous nous entendez ou pas ? Est-ce que Madame Zaza est avec nous ? Pas du tout. Ok. Bon, on a vraiment des petits problèmes techniques. Alors, on s'excuse auprès de Madame Zaza et on s'excuse aussi auprès de nos auditeurs parce qu'ils avaient vraiment envie d'entendre aussi ce que Madame Zaza avait à dire. Donc, j'espère que ça va se rétablir dans quelques instants. Je me retourne vers Maître Bovy. Légalement, qu'est-ce qui est considéré comme violence conjugale ? Pouvez-vous nous expliquer les différentes catégories de violence ? Parce que concrètement, à partir de quel moment on parle de violence ? Alors en droit, dès que quelqu'un vous pousse, c'est une violence. Donc, dès qu'il y a un contact physique, je vais dire non désiré, alors je parle pas de quelqu'un qui vous effleure dans le métro ou qui vous bouscule à la caisse, mais votre mari vous pousse, c'est considéré déjà soit comme des violences légères ou des coups et blessures. On a en fait les violences légères et effectivement là c'est le fait de bousculer, et encore, la frontière est mince, en fait, et c'est le juge qui va apprécier dans quelle catégorie d'infraction on est. Mais celle qu'on utilise le plus, il y a les coups et blessures simples, entre guillemets, donc c'est-à-dire qui n'ont pas entraîné d'incapacité de travail. Là, la peine maximale est de 6 mois d'emprisonnement. Elle peut être doublée quand on est en état de récidive, et elle peut aussi être doublée si elle est faite contre son conjoint ou son cohabitant.
Donc, là, il y a une circonstance aggravante pour tous les faits de coups et blessures lorsque c'est le conjoint qui porte des coups et blessures à l'autre conjoint. Donc, coups et blessures simples, 6 mois d'emprisonnement. Coups et blessures avec incapacité de travail, là, on peut monter jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et enfin, coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 4 mois, ou ce qu'on appelle la perte absolue d'un organe, là, on peut monter à 5 ans d'emprisonnement. Mais ils le font vraiment Alors, ce sont les peines théoriques, c'est ce qu'on appelle la peine in abstracto dans le code pénal. Maintenant, des coups et blessures, oui, ça peut... C'est évidemment, chaque cas est individuel, chaque cas est spécifique, et le juge va à chaque fois apprécier la personne qu'il a en face de lui. Il va tenir compte. D'abord, est-ce que c'est un acte isolé ou pas ? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ? Est-ce que monsieur, 57 ans, pas d'antécédent judiciaire ? Il va évidemment l'apprécier plus sereinement que quelqu'un qui en est à sa 8e comparution pour des coups et blessures, qui a battu sa femme pendant 3 ans comme plâtre, qu'on a certificats médicaux à l'appui. C'est certain que celui-là sera condamné plus lourdement. C'est certain que la récidive va beaucoup entrer en ligne de compte. Si vous avez bénéficié la première fois, vous avez un juge clément qui vous a donné 1 an de prison avec sursis. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas exécuter votre peine si vous ne commettez pas de nouvelle infraction. Et parfois, ce sursis est accompagné de conditions. Je dirais même souvent, dans le cadre des violences conjugales, avec une condition qu'on retrouve très souvent, c'est l'obligation pour l'auteur des violences de faire un suivi de gestion de la colère et de gestion de la colère. La SBL Praxis organise ça beaucoup. Mais si cette personne recomparait 1 an après, parce qu'elle a de nouveau battu madame, là, le juge va l'accueillir moins bien. Et oui, il y a des gens qui sont en prison vraiment pour des faits de violence conjugale. Et je dirais aussi que la problématique des violences conjugales au niveau de la justice pénale, je parle de Bruxelles parce que c'est l'arrondissement judiciaire dans lequel j'exerce, elle est de plus en plus prise en compte. Et on voit un vrai progrès. On voit que peut-être il y a 10 ans, la plainte d'une dame n'était pas toujours suivie. Autant maintenant, pour eux, c'est une priorité. Et ils vont pas lâcher. Ils vont contrôler si madame revient 1 semaine après en disant finalement, je retire ma plainte. Ou ils vont quand même, 6 mois après, retourner voir en disant alors madame, comment ça se passe ? Le procureur du roi va pas classer sans suite tout de suite le dossier. Il va le laisser ouvert pendant un petit temps pour garder un œil sur la situation. Et les tribunaux ne sont pas toujours tolérants. Et encore une fois, ça dépend vraiment de l'attitude de l'auteur de violence conjugale devant le tribunal. S'il arrive en disant « elle l'a bien mérité, c'est elle qui m'a provoqué », vous avez une dame qui se retrouve avec la mâchoire cassée, « ouais, mais elle l'a bien cherché », ça se passera pas bien. Ça, je peux vous dire que devant le tribunal, ça se passera très mal. Si vous avez quelqu'un qui est dans « oui, je reconnais, je sais que je me rends compte que j'ai un problème », qui est d'accord d'entamer un suivi thérapeutique, un suivi psychologique, parce que la violence, elle a toujours une source. Il y a une raison à la violence. Parfois des gens qui ont des problèmes, et là je me tourne vers les 2 autres intervenantes qui je pense pourront confirmer ce que je dis, une enfance avec un père violent, mais quand ils acceptent d'aller creuser et de vraiment prendre ça, de reconnaître leurs problèmes et de le prendre en charge, là le juge va plus l'orienter et aura tendance à être moins sévère pénalement, encore une fois, si c'est pas la 8e fois qu'il dit ça. Oui. Bon, alors maintenant j'ai Madame Zaza. Madame Zaza, vous êtes avec nous enfin ? Oui, bonjour. Ouf, je suis contente d'entendre votre voix. Oh là là. Oui, c'est un peu difficile parce que je n'ai pas entendu tout ce que les autres intervenants ont pu dire, donc il se peut que je répète ou on vient de se présenter. On était vraiment à l'introduction en train de se présenter. Moi, je voulais juste, pour que nos auditeurs sachent qui vous êtes, expliquer un petit peu votre rôle en tant que directrice de centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. Donc voilà, d'abord le centre de prévention des violences conjugales et familiales, ce n'est pas seulement un centre d'hébergement, mais aussi nous offrons un service en ambulatoire où les personnes peuvent venir, même si elles n'ont pas si elles n'ont pas demandé une protection. Donc nous offrons donc je suis co-directrice du centre où nous travaillons sur plusieurs sites. Et donc sur le service avec pour mission donc d'accompagner les personnes victimes de violences conjugales, de les protéger, de leur apporter un hébergement sécurisé et puis de les orienter à différents niveaux de leur parcours, je dirais, de violences conjugales. Même quand elles n'ont pas qu'elles aient décidé de partir ou pas, on peut se trouver vraiment dans plusieurs moments de ce parcours-là. Donc voilà, donc moi je gère avec 2 autres directeurs
ces services-là, c'est une grosse équipe de 33 personnes et nous avons d'autres missions comme l'éducation permanente, sensibiliser, former les intervenants de terrain, sensibiliser le public et d'autres missions. Moi, je suis par exemple, j'ai été détachée pour une mission spécifique d'hébergement d'urgence pendant le confinement. Donc, il y a un hôtel qui a été réquisitionné et donc il fallait vraiment au pied levé aller organiser cet accueil-là d'urgence. Oui, Voilà. donc vous êtes vous êtes sur le terrain et vous devez aussi gérer les urgences. Et d'ailleurs, pendant le Covid, on a eu beaucoup plus de demandes de situations urgentes et de violences intrafamiliales pendant cette période. Hein. Oui, absolument. Donc, c'est d'où la nécessité de multiplier les services d'accueil et notamment de très vite mettre sur place un service spécifique violence conjugale parce que accompagner les femmes victimes de violences conjugales qui demandent un hébergement est vraiment différent que juste un hébergement. Oui, tout à fait. Et ce sont parfois des personnes très abîmées aussi qui ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus, comme vous dites, spécifique. Tout à fait. Alors, oui. on va devoir partir à la pause déjà. Hein, donc, voilà, on revient dans vraiment 2-3 minutes. Donc, restez avec nous, chers auditeurs. D'accord. Et Madame Zaza aussi, s'il vous plaît. J'espère qu'on ne va pas vous perdre. Donc voilà, on va continuer à parler des violences conjugales et familiales dans votre émission Santé pour tous, chers auditeurs. Restez avec nous, je vous dis à dans quelques minutes. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous avons 4 invités de qualité aujourd'hui qui travaillent avec des personnes victimes de violences conjugales et familiales. Donc juste avant la pause, chacune s'était présentée, avait un petit peu expliqué, finalement, comment elles intervenaient auprès des victimes. Moi, je reviens un peu vers Madame Karam. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des situations de violences répandues qui sont souvent banalisées dans les couples? Oui, c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment conscientes de vivre des violences dans leur couple. Elles estiment qu'elles sont en conflit, en crise et que même si ça se répète trop souvent, ça va être le contexte qui va engendrer les violences, les comportements violents. Donc, quelque part, il y a une explication. Ça ne va pas les alarmer plus que ça et ça va même exclure le terme de violence dans le couple. Ça nous amène ici à différencier 2 notions qui se confondent assez souvent, d'après ce que j'ai pu remarquer. C'est la notion de conflit et de violence. Alors, la conflit dans le couple, ça va être 2 personnes qui sont au même niveau, mais qui ont des points de vue différents. Malgré les désaccords, ils ont encore la capacité de négocier et de respecter l'altérité, donc la différence. Pour certains couples et à certaines périodes de la vie du couple, le conflit va être exacerbé, donc il va prendre un peu plus d'ampleur. Et les capacités de négociation, elles vont se retrouver un peu appauvries. Et c'est un des profils de couple que je reçois majoritairement en consultation. La violence dans le couple, par contre, ça va indiquer une relation verticale. Donc, on n'est plus d'égal à égal. Il y a un dominant et un dominé. Et pour la personne qui est en position dominante, la différenciation du partenaire, elle va être source de frustration. Il n'accepte pas la différence, il n'accepte pas l'altérité. Ici, dans ce cas de figure-là, il n'y a presque pas de négociation possible. Donc, on est ici dans la violence et plus dans le conflit. C'est important de faire la différence entre le conflit et la violence parce que c'est en identifiant ce qu'elles vivent comme étant de la violence qu'elles vont pouvoir conscientiser le fait que c'est pas normal, que la situation n'est pas normale et doit changer. Elle va donc se donner les moyens pour arriver à changer la situation. Et dans les formes de violence les plus banalisées, on va retrouver la violence verbale qui est la plus courante dans les familles. La violence verbale, c'est la forme de violence qui s'entend. Elle est utilisée dans la communication par des mots, mais aussi dans la tonalité. Ça va passer par des moqueries, par des mensonges, des humiliations. Et puis, on a aussi la violence psychologique qui fait un peu suite au processus de violence verbale. Et la violence psychologique, avant d'être banalisée, elle est difficilement identifiée. Parce qu'elle est difficilement identifiable aussi. Pour des coups, on va directement savoir que c'est de la violence physique. Pour des insultes, c'est de la violence verbale. Ici, la violence psychologique, elle peut même être utilisée sans le verbe, donc à travers les silences, à travers les non-dits. Et l'objectif de la violence psychologique va être de stigmatiser,
d'humilier, d'inférioriser l'autre par rapport à soi. Donc la violence psychologique, c'est une forme de violence à part entière. Et on va parler certainement tout à l'heure des conséquences de la violence psychologique. Tout à fait. Madame Sper, y a-t-il un profil psychologique de patients ayant recours à vos services? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque de tomber dans ce type de... Voilà. D'engrenage. Alors, je ne suis pas certaine qu'il y ait un profil type. Effectivement, on a des femmes qui arrivent, soit isolées, soit avec des enfants, qui, dès l'enfance, ont effectivement vécu des parcours de vie catastrophiques, des violences, des abus en tout genre. Par contre, on a aussi des femmes qui ont vécu une vie normale, d'adolescence, d'enfance et de jeunes adultes tout à fait saine, voilà, dans une famille aimante, mais qui, à un moment, effectivement, vont se marier, vont commencer à fonder une famille. Et en général, c'est à l'arrivée du premier enfant que les premières violences conjugales se manifestent. Effectivement. Donc moi, je dirais pas qu'on a des profils types, on a de tout finalement. Et c'est là, il faut être très sensible finalement, parce que toutes ces femmes-là sont sensibles à leur façon. Il y a différentes choses qu'il faut pouvoir prendre en compte. C'est la détresse psychologique, voilà, qu'elles manifestent, en tout cas quand on les accueille, voilà, les premiers temps. Après, moi, c'est vrai que, bon, je complète un peu pour les auditeurs qui ne savent pas, je suis aussi psychologue, mais moi, j'ai souvent remarqué que que ce soit femme ou homme, hein, parce que pour moi, un homme peut aussi être victime de violences conjugales et intrafamiliales, c'est que ces personnes ont souvent un seuil de tolérance très élevé, que ce soit vis-à-vis de la violence, de la douleur, des conflits, où ce sont des personnes parfois qui ont du mal à mettre des limites à l'autre et de pouvoir dire ben non, là c'est trop, là c'est stop, là ça va trop loin. Et donc peut-être que dans leur histoire, ils ont parfois beaucoup accepté, beaucoup toléré, que ce soit dans leur enfance, etc., ou dans leur schéma familial, où ils ont vu leurs parents, parfois leur mère ou leur père, patienter face à un conjoint qui était parfois un peu agressif, autoritaire ou autre. Et du coup, moi je leur dis souvent que la balance, elle est un petit peu, pas très équilibrée. Ça veut dire que ce qui devrait être le stop devrait être à un niveau classique, un peu comme tout le monde. Ben là, tu empiètes un peu sur mes limites à moi. Genre, une claque, on va se dire ah mais non, une claque c'est pas trop grave parce que ça peut arriver, etc. On banalise une chose et puis après il y a un coup de poing qui arrive. Et vous voyez, parce qu'en fait on a ce seuil de tolérance qui est là, qui est tout au-dessus, alors qu'il devrait être beaucoup plus bas. Mais c'est ce qu'on remarque, finalement. Moi, voilà, je suis plusieurs femmes, effectivement, au sein de la maison. Et le mari lui dit, mais écoute, c'est qu'une gifle, c'est bon, j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu viens encore me dire que je t'ai frappé? Et la semaine d'après, c'est un coup de poing. Et finalement, ça part dans des excès pas possibles, et devant les enfants aussi. Ouais. Et c'est là où la mère dit, mais moi, j'ai des enfants. Je dois d'abord protéger mes enfants. Elle s'oublie elle-même aussi. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué, où le travail est plus ardu, mais effectivement, il y a les enfants qui sont là, et c'est souvent une priorité pour la maman, en tout cas. Et oui, donc la maman, souvent, elle se réveille que à cause des enfants. C'est ça. Et pas pour elle. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un souci au niveau de l'amour-propre et de l'estime de soi et des limites qu'on peut mettre aussi. Parce que justement, si elle ne se réveille que pour protéger l'enfant, sans se dire mais moi aussi je dois me faire protéger, moi aussi j'ai le droit d'exister et de ne pas me faire frapper. Et je parle aussi au masculin, il y a des hommes qui vont supporter des violences, que ce soit psychologiques ou physiques, et qui vont pas se dire que c'est pas normal en fait, parce qu'ils se disent je suis un homme et alors je peux pas me permettre. Et alors quand on regarde les centres d'hébergement, il y a quand même plus de capacité d'accueil pour les femmes que pour les hommes. C'est encore un sujet très tabou, les violences à l'égard des hommes, mais effectivement, c'est aussi un point de sensibilisation. Tout à fait. Ça existe, un maître. Oui, ça existe. Et si je puis me permettre d'ajouter quelque chose que je rejoins pleinement ce qu'a dit l'intervenante précédente, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de type caractériologique, et et c'est ça aussi, on voit parfois des femmes qui sont très indépendantes, très solides, qui n'ont jamais eu de problème et qui en fait ont du mal à se dire mais quoi, moi je suis victime de violences conjugales, c'est pas possible, j'ai pas le schéma. Et c'est comme aussi, il faut couper court à une idée préconçue qui est que la violence conjugale serait soit réservée à certaines communautés, soit à certains niveaux, à un certain niveau social. Alors que la violence intrafamiliale, on la retrouve partout, dans toutes les communautés, dans
toutes les classes sociales, dans tous les milieux. Il n'y a vraiment pas de prévalence d'un certain. Il ne faut pas penser mais monsieur est intelligent, donc il ne peut pas être violent. Monsieur est banquier. Est-ce que je peux intervenir parce que... Donc, Oui, Madame Zaza, vous pouvez intervenir. Là, c'est parce qu'elle ne parce voit que pas. comme je ne vous vois pas, Oui. je ne vous vois pas, Ouais. je ne sais pas si à quel moment je peux intervenir ou pas. Oui. Donc voilà, moi je voudrais quand même apporter une petite nuance par rapport à l'endroit où je travaille. Effectivement, nous, on peut vraiment constater une différence selon là où on se trouve. Au service ambulatoire, par exemple, nous avons des femmes qui sont au domicile et qui, quand elles nous contactent, elles sont encore au domicile. Et là, on peut vraiment voir tous les profils confondus, tous les milieux sociaux, toutes les origines, etc. et tout. Mais quand vous allez au service d'hébergement, il y a une réalité qu'il faut vraiment qui fait jour, c'est que là nous allons trouver énormément de femmes migrantes, des femmes primo-arrivantes. Cela ne veut pas dire que les femmes migrantes et les femmes primo-arrivantes sont plus victimes de violences conjugales, qu'il y a plus de victimes dans cette culture-là ou dans ces communautés-là. Non, pas du tout. C'est parce que ces femmes-là sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux discriminations qu'elles vivent, discriminations vis-à-vis du logement, de l'emploi, etc. Oui, ils sont plus Ce sont précarisés des groupes financièrement, c'est ça. plus vulnérables et surtout beaucoup plus isolés. L'isolement est vraiment une stratégie d'une personne qui veut contrôler l'autre, et certains groupes plus vulnérables, certaines catégories d'âge, sont les très jeunes femmes, les femmes plus âgées, les femmes qui portent un handicap, et donc les femmes migrantes aussi, qui sont plus isolées et qui auront moins de moyens aussi de demander de l'aide, et les facteurs à risque sont beaucoup plus élevés parce que justement ils vivent dans des situations plus précaires où ils vivent des inégalités. oui, ça. Je dirais des facteurs aggravants de la situation, certainement. Moi, ce que je dis, c'est que la violence existe partout. Maintenant, c'est clair que la femme qui a une structure familiale autour d'elle, des frères, des sœurs, des parents, qui a un niveau de revenu qui lui permet éventuellement de trouver prendre son un hébergement appart, dans l'urgence, quitte à aller à l'hôtel, c'est clair qu'on va moins la retrouver. Dans les et que centres là, on est, d'hébergement. Madame Zaza, mais on est vraiment... Là, pour celles qui n'ont absolument qui n'ont pas de ressources familiales, financières, et c'est clair que pour ces personnes-là, les conséquences des violences conjugales vont encore prendre une autre dimension. Mais par contre, et ça, j'insiste parce que on a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui sont de milieux socio-aisés qui ne se disent pas, dans mon milieu, ça n'existe pas, ça n'est pas possible que je sois victime. Mais c'est faux. C'est possible. Peut-être pour rebondir un peu, voilà, c'est ce que vous dites, maître. Moi, je pense à certaines femmes que j'ai effectivement qui sont arrivées de pays étrangers avec des diplômes, voilà, d'université, oui, et qui me disent mais moi je sais pas quoi faire ici en Belgique, je connais pas mes droits finalement. Oui. Et elles se retrouvent dans des situations très précaires financièrement, etc., avec 2 petites filles, avec un bébé. Et sans information finalement. Elles sont prêtes finalement à travailler, mais n'importe quel métier, elles le font. Voilà, sincèrement, elles le font pour se dire effectivement, au moins j'aurai un logement pour moi et mes enfants et je serai en sécurité. Mais effectivement, il y a un manque d'informations. Elles ne savent pas vers qui se tourner, vers qui s'adresser pour justement une équivalence de diplôme. Elles ne savent pas si elles ont le droit de travailler avec ce diplôme ici en Belgique. Il y a un manque d'informations et oui, clairement un manque d'informations de ce point de vue-là, en tout cas pour ces femmes ici. Et ce qu'il y a, c'est que ce que Maître essayait de dire, c'est que c'est vrai que la violence intrafamiliale n'est pas liée au statut social ou voilà, c'est plutôt voilà, ce qu'on voit dans les centres d'hébergement, c'est des femmes qui sont précarisées, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir un hôtel ou un autre appartement, rebondir, etc. Mais la violence, elle existe. D'ailleurs, je pense il y a pas longtemps dans les médias, on a vu un échevin là ou un bourgmestre, je sais plus, qui avait été condamné pour des faits de violence sur son épouse. Il avait quand même été très très loin. Donc il y a quand même des gens qui peuvent avoir un certain statut social et être quand même condamnés parce que justement ils posent des actes assez graves, et ça, en dehors du fait qu'ils aient un niveau universitaire ou autre et qu'ils aient étudié, ça n'est pas parce qu'on a étudié et qu'on est universitaire qu'on ne peut pas souffrir soi-même de difficultés émotionnelles et que on peut gérer ses émotions. Enfin, tout le monde, la pathologie psychologique, elle existe chez monsieur et madame tout le monde, et donc je le dis aussi parce que
parfois c'est l'entourage qui va vous ouvrir les yeux sur ce que vous vivez, parce que vous ne voulez pas l'admettre, et vous-même vous dites c'est qu'une gifle, et il y a une forme de déni qui s'installe. Et je le dis parce que parfois j'entends certaines personnes se dire j'ai une fois une femme dans mon cabinet qui venait m'expliquer la situation d'une amie à elle, et au début en me disant vous savez c'est rien, hein. Et puis en fait je me rends compte que cette femme est manifestement victime de violence conjugale, donc l'amie. Mais dans la tête de la dame qui était devant moi, comme elle venait d'un milieu aisé, c'était pas possible. Elle n'arrivait pas à le... Et donc, c'est important de casser pour moi, il faut vraiment casser ce préjugé, parce que ça peut arriver à tout le monde, et donc ça veut dire que vous êtes dans un milieu aisé, éduqué. Ne vous dites pas que votre amie, votre sœur ne peut pas vivre ce genre de choses. Je ne dis pas qu'on doit devenir le concierge permanent et surveiller tout ce qui se passe, mais ça me semble important de casser... Mais parfois, c'est tellement gros que les gens ont vraiment du mal à se dire « mais c'est pas possible que cette personne, elle ait fait ça, c'est pas possible. Son mari est psychiatre. » Oui, voilà. Oui, non, mais c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des couples où le mari est thérapeute ou autre. C'est déjà arrivé. Mari ou l'épouse est coach ou machin, etc. On a déjà eu des situations comme ça où, des fois, c'est même médecin. On a déjà vu un mari ou une épouse médecin et qui viennent en couple, et oui, il y a de la violence. Et on rappelle que la violence, c'est pas juste physique, hein. Ça peut être aussi des humiliations quotidiennes, des rabaissements, des insultes. Ça peut être, rabaisser la personne, saboter ses projets, saboter ce qu'elle peut avoir dans sa vie. Donc privation de nourriture, de moyens financiers, punition, mais ça peut être punition intime, négligence. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être mises dedans. Je suis tout à fait d'accord. Je veux juste dire, et tout ça c'est de la violence. Maintenant, beaucoup de gens aussi pensent que toute cette violence-là est réprimée au pénal. Pas toute, non. Ah non. Donc et ça reste de la violence, mais le code pénal ne l'a pas érigé en infraction. Par exemple, le fait d'insulter quelqu'un, sale pute, dans le milieu familial, c'est pas dit en public, c'est pas un appel à la discrimination, il y a des catégories spéciales, mais de manière générale, le fait de dire oui, t'es qu'une moins que rien, tu vaux rien, ça n'est pas en tant que tel incriminé dans le code pénal. Alors il y a une catégorie vers laquelle on peut se rapprocher quand ça devient répétitif, c'est la question du harcèlement. On peut être victime, donc le harcèlement, c'est le fait de porter atteinte sciemment à autrui. Donc c'est de nuire gravement à la tranquillité de quelqu'un quand on sait qu'on nuit à sa tranquillité. Si une femme parvenait à démontrer que ça fait 3 ans que son mari l'insulte quotidiennement, qu'il l'empêche de porter tel type de vêtements ou qu'il la rabaisse en public, on pourrait considérer qu'une infraction de harcèlement est établie. Mais c'est pas évident, faut le prouver. Il y a la preuve en droit pénal qui est là. Donc pour que quelqu'un soit condamné, il faut qu'il y ait une certitude qu'il est coupable. Mais donc ça, c'est comme ça, le code pénal, parce que beaucoup de gens viennent me dire, j'ai parfois des femmes qui me disent oui, je veux porter plainte contre mon mari, il n'est pas gentil avec moi, il n'arrête pas de me rabaisser, il me dit que je suis bonne qu'à faire la vaisselle. Pénalement, on ne peut rien en faire. Mais la violence psychologique, elle est encore difficile à prouver aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Hein. Oui. J'avais une question justement pour vous, maître, notamment quand des femmes enregistrent les insultes, sur leur téléphone, les insultes de leurs époux, sale pute, grosse vache, etc. Est-ce que ça, c'est une preuve en soi ? On peut le tenter quand même. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller à la police avec ça. La police peut constater, écouter des enregistrements, des messages vocaux. On a déjà eu des dossiers, notamment en matière de harcèlement, avec l'ex qui ne fait qu'appeler, qui laisse des messages. La dame va à la police avec son téléphone et la police va relever, écouter les messages et tout noter. Donc ça, je dirais qu'il faut le faire. Alors après, il y a toute la question de savoir la validité d'un enregistrement pris à l'insu d'une personne, mais c'est un indicateur, et donc en tout cas ça vaut la peine de le faire. Et alors il n'y a pas que ça, ce qui va aussi pouvoir prouver l'existence de ce type de comportement, c'est les témoignages. On peut dire il y a la voisine qui l'a vu, il y a mon mari il y a mon ami qui l'a vu, mes enfants. On va dans des cas extrêmes parce qu'on essaye quand même de pas trop auditionner directement les enfants, parce que même s'ils sont auditionnés par des personnes qui sont formées à ça, c'est pas comme il y a 20 ans, ils sont pas assis dans la chaise du bureau de police, alors papa a frappé maman, c'est beaucoup plus fin que ça. Et on va le faire dans des cas assez graves, on va pas le faire systématiquement. Et donc via des témoignages, il y a des mails envoyés, on peut prouver ça. Et donc ça, c'est le conseil que je donne toujours, c'est de dire, essayez de garder toutes les traces
de ce qui vous est arrivé. Toutes les preuves et pensées. Quand une dame vient me voir, ou un monsieur, parce que ça, c'est les deux cas, je dis, voilà, je dis, faites une liste chez vous, réfléchissez tranquillement. Ok, mais cette fois-là, la caissière, elle était là, je la connais, elle a vu ça. Une liste de témoins, ça peut servir. Alors, chers auditeurs, on va s'arrêter là pour la première partie de notre émission. Dans quelques instants, nous revenons pour la deuxième partie. Nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur avec nos invités. J'espère que Madame Zaza pourra être visible sur Skype. Et là, ce sera plus chouette. Vous pourrez voir son joli visage. Et donc, nous pourrons discuter de manière un peu plus interactive avec elle. Je vous dis à tout de suite dans quelques instants dans Santé pour tous sur Arabelle FM. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de violences conjugales et intrafamiliales avec Maître Bovy, avocate spécialisée en droit familial et droit pénal, avec Madame Schubert qui est psychologue et qui travaille au Home Victor Dupré, avec Sarah Karam qui est conseillère conjugale et familiale, et Madame Zaza qui est à la tête d'un centre de prévention des violences conjugales et familiales. Donc, nos invités vont pouvoir continue à nous éclairer un petit peu sur ce sujet d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue aussi de tout ce qui est en lien avec l'impact que ça peut avoir et puis quelles sont les violences les plus courantes que l'on peut retrouver. Je voulais revenir un petit peu vers Madame Zaza parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'opportunité de l'entendre parce qu'elle est à distance avec nous aujourd'hui. Madame Zaza, quelles sont les conséquences physiques que vous observez souvent chez vos usagers qui sont victimes de violences conjugales ? Vous me voyez, vous m'entendez ? Alors, vous voir, je ne vous vois pas, mais ça va arriver, mais je vous entends. Ah, d'accord, voilà. Les femmes qui arrivent jusqu'à nous, c'est souvent des bleus, des hématomes sur le visage, sur tout le corps, des coups. Voilà, des coups de pied, des coups qu'elles ont eus qui ne sont pas visibles, mais des gifles qui peuvent atteindre vraiment où il y a des perforations de tympan, des blessures sur le corps, mais énormément de stress et de fatigue, où elles expliquent qu'elles ne savent plus dormir, qu'elles ont un problème de concentration. Et ça, on peut aussi le constater quand elles arrivent chez nous, quand elles arrivent au centre, en maison d'accueil. Ce sont des femmes qui sont totalement épuisées et qui se sentent vraiment dans une incapacité d'action, de faire quelque chose, de se concentrer même sur leurs enfants ou sur elles-mêmes ou sur les démarches qu'elles ont à faire. Et donc, il y a un accompagnement qui est très soutenu, qui commence dès qu'elles arrivent. Et la première chose qu'on leur propose, c'est d'abord se reposer et de prendre le temps de se remettre de toute de tout ce stress qu'elles ont vécu. Ça met parfois jusqu'à un mois pour qu'on puisse un petit peu voir une femme qui peut commencer à sourire et à pouvoir réaliser dans quoi elle se trouve. Et c'est la même chose pour les enfants. On voit des enfants qui sont très refermés, très aux aguets encore. Donc la femme souvent a éveillé, enfin presque toujours éveillé, une hypervigilance pendant tout avant qu'elle arrive jusque chez nous. Et elle a du mal à baisser la garde quand elle arrive. On voit qu'elle est encore sur le qui-vif, et donc ça perturbe tout son quotidien. Et elle se sent souvent donc incapable de se prendre en main, incapable de se projeter dans l'avenir, incapable de faire les démarches. Nous travaillons étroitement avec un service médical vers qui on oriente les femmes dès qu'elles arrivent pour faire un bilan de santé à tout point de vue. Et voilà, ce sont des femmes qui sont très 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 affectées au niveau de la santé physique et psychique.
Et du coup, je me retourne vers Madame Speer. Du côté psychologique, est-ce que vous pourriez complémenter peut-être quel genre de séquelles sont observables pour elle? Les séquelles sont nombreuses. Ces violences conjugales, qu'elles soient psychologiques, physiques, entament littéralement la confiance en soi de ces personnes. C'est-à-dire qu'elles se sentent comme plus rien finalement. Quelle est ma place de femme finalement? Est-ce que c'est réellement ça? Finalement, elles se sentent entamées dans leur intégrité de femme. L'image qu'elles ont d'elles-mêmes est totalement erronée, quoi, finalement. Est abîmée. Exactement. Donc tout ça, c'est à reconstruire finalement. L'image de soi, quand vous leur demandez comment vous vous voyez, comment vous vous sentez, c'est comme rien, quoi. Et ça, c'est assez violent finalement. Je dirais principalement que c'est vraiment la confiance en soi, l'image de soi qui est profondément atteinte, en tout cas. Ok. Est-ce que elles peuvent à nouveau se projeter dans des relations ou est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. C'est quelque chose qu'elles ne souhaitent plus littéralement, elles vous le disent. Moi, je suis très bien comme je suis. J'en ai eu assez avec les hommes. Moi, je veux vivre tranquillement avec mes enfants. Je veux construire des choses avec mes enfants, mais moi, des hommes, j'en veux plus dans ma vie. Donc en général, elles veulent plus rester uniquement dans leur rôle de maman. C'est ça, ou dans leur rôle tout court à elles-mêmes, finalement, de retrouver un emploi, de retrouver une vie stable, mais sans homme dans leur vie, effectivement. D'accord. Madame Karam, je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a parfois de la manipulation au sein du couple pour que certaines victimes, finalement, finissent par tolérer la violence qui est là? Oui, tout à fait. Les victimes subissent de l'emprise et de la manipulation. Pour qu'un conjoint en arrive à frapper son partenaire, faut qu'il ait préparé le terrain, entre guillemets, préparé le terrain psychologique. Donc oui, il va y avoir de la manipulation qui va s'inscrire dans un processus d'emprise et un conjoint manipulateur va savoir où trouver la faille chez son partenaire et s'y accrocher pour cette emprise-là. L'emprise, ça va être une forme de domination qui va faire en sorte que le partenaire violent aura une main mise sur son esprit, sur son intellectuel et va appauvrir complètement les ressources de la personne. Oui, pour que la personne finalement accepte ou finisse par accepter que les coups, elle les a mérités. Ou il les a mérités. Oui, c'est ça. C'est ce qui va amener à penser ces personnes. D'accord, ça, ok. Ils vous le disent aussi, c'est au départ quand vous les avez en premier entretien, effectivement par la suite ça change, mais vous disent mais moi c'est quelque part je croyais que je méritais ces coups-là, c'est parce que je l'avais épuisé après sa journée de travail, que j'avais pas lavé les enfants quand on me l'avait demandé, quand j'avais pas préparé le repas, etc. Et donc effectivement au départ c'était l'idée première, c'est que elles ont frustré leur mari. Voilà. Et donc elles ont mérité les coups. Exactement. Et donc il y en a beaucoup qui croient ça encore maintenant. Qui en sont convaincus. Ouais. C'est ça. On peut voir la violence conjugale comme un continuum de violence où l'auteur va par stratégie effectivement installer une emprise sur la personne comme vous le disiez et ce continuum de violence peut se faire aussi par cycle, des phases de violence, des phases de tension, d'explosion, de justification. Lui va justifier les violences, elle va se culpabiliser. Et puis, ces 3 cycles peuvent s'achever par la phase qu'on appelle de lune de miel, où il y aura une réconciliation, où la personne victime aura l'impression que la violence est arrêtée, les choses vont revenir comme avant, qu'il a enfin compris, il y aura des promesses, etc. Et elle va croire à ces promesses. Et tout ça peut mener à la confusion chez la personne. Qui est-il vraiment? Est-ce que c'est vraiment conscient ce qu'il fait? Est-ce que effectivement, quelle est ma responsabilité? Est-ce que c'est moi qui ai induit ça? Et donc, elle va ne plus croire en elle va commencer à douter d'elle-même. Et ce qui fait qu'on aura des personnes qui sont très ambivalentes quand elles arrivent. Quand elles arrivent, elles sont encore dans le doute, mais aussi même dans le déni. Elles vont minimiser les violences, nier les violences. Même en l'ayant vécu, elles peuvent fuir les moments de violence parce que c'est dangereux et elles arrivent encore à dire oui, mais si je suis tombée dans les escaliers, c'est parce que j'avais des hauts talons, parce que lui,
n'a eu de cesse de répéter ça. Et cette ambivalence va faire en sorte qu'elles mettent du temps peut expliquer aussi qu'elles partent et qu'elles reviennent. Elles savent plus du tout où elles en sont et elles vont devoir souvent répéter ce cycle et faire des allers et retours pour, à un moment donné, quand il y a un déclic, je crois que vous en avez déjà parlé, le déclic, il peut venir de l'extérieur, ça peut venir des enfants. Cette fois, il a touché les enfants. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent les personnes victimes de violences conjugales et familiales retourner vers le partenaire. Donc souvent, elles retournent vers le partenaire. Comment on peut expliquer ça ? C'est un va-et-vient qui a quand même ses bénéfices, même si j'entends que ça peut paraître très difficile pour l'entourage qui en général se dit mais qu'est-ce qu'elle a, elle est aussi confuse que ça, elle est partie et elle ose revenir. Eh bien le fait de partir et revenir, mais ça va être considéré comme des étapes et non pas comme des échecs. Donc la victime, elle va dans le peu de temps qu'elle est partie regagner un peu en confiance en soi, apprendre à réapprivoiser ses peurs, apprendre un petit peu à vivre aussi seule, à se détacher. Donc ce sera vraiment des étapes et ça peut être constructif évidemment pour la victime. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura, on va dire, assez vu que la personne ne changera pas, elle finira par accepter qu'elle doit se faire aider et elle doit avancer. Vous pensez que peut-être c'est ça ? Ou je me trompe ? Je ne sais pas. Pose la question. Si elle voit que la personne... C'est-à-dire qu'à force de faire ses allers-retours, elle finit par comprendre que, de sortir d'un espèce d'illusion que la personne va changer et qu'à un moment donné, à force à chaque fois il y a de la violence, et de se dire, mais non, mais finalement, en fait, il changera jamais. C'est ça. Et donc, ça sert à rien de rester. Oui, tout à fait. Ça participe évidemment au fait qu'elle prenne conscience et qu'elle ose au moins franchir le pas, même si elle revient, ça va être quelque chose de très constructif pour elle aussi. Mais il y a quand même des gens qui vont en thérapie de couple et qui essayent de se faire aider, qui essayent de sauver leur couple. Tout à fait, il y a des personnes qui essayent et qui le disent, notamment lors d'une première séparation, qui disent effectivement, j'ai essayé avec mon compagnon, mais mon compagnon n'investissait pas, il n'allait pas au rendez-vous, et au bout d'un énième coup, effectivement, de ces allers-retours finalement, comme Madame Karam le décrit, ces allers-retours permettent finalement de comprendre ce processus de détachement, en tout cas pour ces femmes, de se dire effectivement, j'ai eu besoin de revenir dans ce couple-là pour comprendre effectivement pourquoi je restais attachée à un espoir finalement, pourquoi je lui donnais une troisième chance, mettons. Mais effectivement, c'était important dans le processus de détachement finalement, qui est une emprise en soi finalement. Oui, parce que c'est vrai que pour l'entourage, la famille, les avocats, la police, donc les policiers parfois, ils en ont marre aussi, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi à chaque fois, madame, faut pas retourner, ou alors vous allez avoir la famille qui va dire mais tu vois pas. Mais c'est ça finalement, il y a des avocats, je sais pas pour vous maître si vous en avez fait l'expérience, en tout cas moi j'ai l'exemple d'une femme ici qui est retournée chez son mari violent et qui a eu un enfant entre-temps et qui revient chez nous. C'est un classique. Et l'avocat lui a dit mais madame, moi je ne veux plus vous aider. Voilà. Parce qu'il y a eu effectivement, ça en est arrivé là. C'est extrême. Dire je ne veux plus. Non, mais il y a des avocats qui peuvent refuser des situations. Alors, pour eux, c'est trop dur, ça peut être aussi ce qui se passe, alors, ça dépend, mais si je peux me permettre, ce qui peut arriver. De prime abord, on va pas. Enfin, j'aurais pas ce type de langage. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit essoufflé à un moment. Qu'on n'ait plus l'énergie à mettre là-dedans et de dire écoutez madame, et dans ce cas-là moi on va l'orienter vers quelqu'un d'autre, dire peut-être aller voir quelqu'un d'autre, je comprends ce que vous faites mais moi je perds du crédit, parce que quand on a plaidé avec force et conviction devant le tribunal en disant monsieur a fait ceci, et puis que évidemment, on revient 6 mois après, l'avocat de la partie adverse va dire « Ah tiens, regardez, vous voyez que j'avais... » Donc, on peut se sentir décrédibilisé, entre guillemets, et que c'est pas forcément heureux pour elle que ce soit même l'avocat qui retourne. Il y a une chose que je voudrais aussi ajouter, si vous me permettez, c'est que, évidemment, qu'il y a cette notion psychologique du retour. Trivialement et malheureusement aussi, parfois il y a des conséquences économiques qui font que les femmes retournent parce qu'elles se sont retrouvées, on leur a trouvé un petit appartement, mais elles galèrent, elles ne parviennent pas à trouver du boulot. Parfois ce sont des femmes qui ont dû mettre en pause leur carrière, leurs études, qui n'ont pas travaillé, un trou de 10 ans sur un CV, ça ne facilite pas leur retour au travail, et qui, au bout d'un certain temps, monsieur lui-même a du mal à payer les contributions alimentaires parce qu'il ne gagne que autant.
et où parfois les gens, j'ai vu des couples se remettre ensemble, et même parfois le monsieur n'avait pas spécialement envie qu'elle revienne, mais parce qu'économiquement, il s'en sortait pas. Et les femmes, ça c'est une réalité, économiquement sont plus précarisées aussi que les hommes. Et donc parfois c'est ça qui explique aussi le retour. Oui, donc, Je voulais juste revenir sur cette incompréhension de l'entourage et des professionnels. Excusez-moi. Je l'entends souvent en consultation, mon avocate ne comprend pas, ou à la police, on m'a dit, mais c'est vous qui voulez, etc. Bon, cette incompréhension, elle peut être comprise. On peut comprendre que les gens soient dans cet état d'esprit et qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'elle fait pour rester dans une relation qui a un caractère destructeur? Il n'y a pas de réponse unique à cela, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait déjà, premièrement, qu'il faut toujours garder en tête que la prise de conscience de la victime, elle va se faire au rythme de la victime et pas au rythme de l'entourage, ni de la psy, ni de l'avocat, ni du policier. C'est vraiment à son rythme à elle. Et il y a aussi à prendre en compte le phénomène d'emprise, dont on parlait tout à l'heure. Toute la violence psychologique et physique, ou même d'autres formes de violence, va retirer une part d'autonomie chez la victime et leur faire croire qu'elles sont plus capables de faire des choses par elles-mêmes. Et ça va rentrer vraiment en compte. Je reçois aussi des victimes en consultation qui viennent quand les violences commencent. À ce moment-là, comme disait tout à l'heure Maître Bovy, elles ont encore un certain bagage de ressources au niveau financier, au niveau encore psychique, relationnel, affectif. Mais quand elles viennent après de longues années ou de longs mois de violence, là, elles vont se retrouver vraiment appauvries en ressources affectives, relationnelles, en ressources psychiques aussi, évidemment. Donc, c'est des personnes qui vont se retrouver avec une très, très grande peur de l'avenir. On me le dit déjà souvent en consultation, par exemple. Peur de qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que je dois aller chercher de l'aide, mais on en parlera peut-être après la pause. Mais il y a la peur de, qui va me prendre avec mes enfants, est-ce que je pourrais refaire ma vie, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins, est-ce que parfois ces personnes-là sont très isolées aussi amicalement, affectivement, parce que la personne avec qui elles partageaient leur vie a tout fait pour qu'elles soient isolées. Donc il y a tout un travail aussi sur le réseau et les ressources de la personne à faire. Mais on va en discuter juste après la pause, chers auditeurs. Nous allons revenir dans 2-3 minutes. Je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous sur Arabelle FM. Voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons des violences conjugales et familiales pour ceux qui viennent de nous rejoindre. J'allais m'adresser à Maître Bovy juste avant la pause, justement, pour que nos auditeurs et auditrices sachent quelles sont les premières étapes à suivre lorsque l'on est victime de violences. Est-ce qu'on doit contacter les autorités? Quels sont les premiers soins? Une personne qui est victime là, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je dirais que la première chose à faire, c'est d'aller porter plainte à la police tout de suite. Mais d'abord, elle doit avoir un certificat. Non. Moi, j'irais parce que s'il y a des traces, justement, parce qu'il y a des traces qui apparaissent au bout de plusieurs heures ou quoi, mais moi, j'irais à la police tout de suite. Bon, c'est pas dramatique si elle va d'abord chez le médecin, mais les deux doivent se faire dans un temps très court, en fait. Je dirais aller à la police va prendre des photos des lésions, comme ça on a un dossier, et puis elle va chez le médecin et elle fait faire un constat de lésion. Et il lui dira s'il la met en incapacité de travail, enfin si il ou elle, parce que ça peut être un garçon aussi qui est victime. Mais donc on verra si on met en incapacité de travail. Éventuellement, s'il y avait un bleu, parce que les bleus parfois ils mettent du temps à apparaître, qui n'était pas là quand la police a pris la photo, demander au médecin de prendre des photos. En fait, faut pas. Donc on doit prouver à chaque fois. Donc pour que quelqu'un soit condamné, il faut qu'il y ait des preuves contre lui. On ne peut pas condamner un innocent. Et attention que pour moi c'est fondamental et c'est évidemment. Il ne faut pas toucher à ça. Il faut maintenir le principe qu'une personne ne peut être condamnée que s'il existe des preuves et s'il y a s'il n'y a pas de doute quant à sa culpabilité. Ça, c'est le socle de notre société, de notre état de droit. Mais donc, pour la victime, il faut se ménager les preuves. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller à la police tout de suite. C'est police et constat médical et faire un constat. Et la police a un service d'aide, d'accueil aux victimes. Normalement, ils vont vous diriger vers le service d'accueil aux victimes qui va pouvoir éventuellement vous diriger vers d'autres ASBL, d'autres associations. Et puis, je dirais que peut-être après, aller voir un avocat, ça peut s'avérer utile. Je prends juste encore une minute pour dire que
il y a le principe du prodéo. Donc, si vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenus, on va dire que c'est globalement 1 500 euros tous les revenus du ménage. Et une fois qu'on a déduit l'équivalent de 160 euros par enfant à charge, vous avez droit à un avocat prodéo qui peut donc même vous entendre pour une simple consultation gratuitement, à condition que vous lui donniez les papiers. Il y a aussi, si vous n'êtes pas dans les conditions du prodéo, il y a plein d'avocats qui font la première consultation à 25 euros. Et je pense que sur le site avocat.be, c'est le site de référence, donc qui référence tous les avocats, de francophones belges, enfin des barreaux francophones belges. Je crois qu'il y a moyen de cliquer sur l'option « Je veux un avocat qui fait la première consultation à 25 euros ». Et ça peut être 25 euros pas mal investi, parce que l'avocat va vous diriger aussi, va pouvoir vous dire, OK, les faiblesses ou les forces de votre dossier, vous dire, quand c'est frais, vous savez vous souvenir, telle personne a été témoin, parce que le réflexe de l'avocat va vous dire, OK, vous avez des témoins, vous avez des enregistrements, les enfants ont vu quelque chose. Il peut vous diriger, vous expliquer la procédure. Et je me rends compte que souvent, une fois que les femmes sont informées de leurs droits, et je rejoins les deux intervenantes avec moi qui sont plus sur l'aspect psychologique, et effectivement, quand elles savent déjà, quand elles ont parfois je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois, déjà, ça participe à se dire, OK, je vois ce que je peux faire, je vois où je vais. Voilà. Mais l'avocat n'est pas la première priorité. La première priorité, c'est la police et le constat médical. Et tiens, et finalement, oui, voilà, j'allais demander à Madame Zaza. Oui. Oui, je voudrais réagir par rapport à la plainte. Nous, notre expérience nous dit que parfois porter plainte peut être dangereux pour la victime. Et donc la première chose à savoir avec la victime, c'est de l'informer et de lui dire que après avoir porté plainte, monsieur peut être convoqué. Ça peut réactiver la violence chez monsieur. Chez certains, ça peut calmer, mais chez certaines personnes, ça peut la réactiver. Et donc la première question à lui poser, c'est qu'est-ce qu'elle pense, comment pense-t-elle que monsieur va agir, parce que souvent elle connaît un petit peu le type de violence qu'il peut être amené à recourir. Elle le connaît souvent mieux que nous, et c'est de l'informer de ça. Est-ce qu'elle peut se protéger? Est-ce qu'elle sait où aller en cas de réactivation de violence? Ça, c'est très important avant de proposer à une personne de porter plainte. Voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est. Et en même temps, si elle porte pas plainte, le risque aussi, c'est qu'elle soit pas protégée par la justice. Parce il faut savoir que le procureur du roi a la faculté, et donc justement, si elle pense que les conséquences vont être dramatiques, il faut évidemment qu'elle l'explique à la police. Et d'où c'est pour ça que je dis qu'il faut aller porter plainte, avoir le réflexe, si on a des traces, si on a des choses, de les prendre avec soi. Je prends le cas vraiment de la femme qui vient d'être battue par son mari. C'est là-dessus que Mais bon, quel que soit le cas, le procureur du roi, s'il pense que l'intégrité physique des personnes qui composent le ménage, donc la mère, les enfants, ou que la mère est en danger, il a la faculté d'interdire, de prononcer une interdiction temporaire de 14 jours contre l'auteur des violences de réintégrer le domicile conjugal. C'est très surveillé. Il communique immédiatement le dossier au tribunal de la famille. Le tribunal de la famille va convoquer une audience au tribunal de la famille. Donc, quand il y a lieu de statuer, donc c'est-à-dire soit que les personnes sont mariées, soit elles ont des enfants. Et là, le tribunal de la famille, dans les 14 jours, va convoquer les parties pour prendre une décision plus définitive dans le temps sur l'attribution du domicile conjugal. Je vois que Mme Zaza n'a pas l'air d'accord avec moi, mais on vit peut-être pas les mêmes situations. Mais il y a aussi des mesures d'éloignement. Mais c'est la mesure d'éloignement, le procureur du roi peut la prendre. Je dis pas. Et là, apparemment, c'est une mesure qui a été instaurée en 2012-2013, je crois. Elle a été peu appliquée au début, mais elle l'est de plus en plus. Et on voit de plus en plus de procureurs prendre ce type de mesures. Mais encore une fois, tous les cas de violence conjugale sont différents. Et toutes les situations des femmes qui les subissent sont différentes. Et le conseil sera peut-être différent en fonction de tel ou tel type de femme. Peut-être qu'une femme qui est totalement précarisée, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de famille, qui ne parle pas la langue, on va peut-être essayer de lui dire, peut-être d'abord, effectivement, assurez vos arrières et allez d'abord voir un centre de prévention des violences conjugales qui pourra vous mettre un coussin quand on va activer une procédure. Mais si il y a plein d'autres cas où je dirais, parce qu'attendre trop longtemps avant d'aller porter plainte, on a perdu la preuve, entre guillemets. Je vais aller maintenant au commissariat dire mon mari m'a frappé il y a 6 mois. L'avocat, même sans son avocat, dit ok, quelle est la preuve que ça a été vrai? Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas oublier, il y a la charge de la preuve, et donc il faut le prendre aussi en compte.
C'est vrai que c'est compliqué parce que et comment vous dans les centres d'hébergement vous garantissez la sécurité des femmes qui sont chez vous, Madame Schubert, comment ça se... Alors, la sécurité, chez nous, quand on sent que c'est trop dangereux, effectivement, il y a des adresses secrètes vers lesquelles on les adresse, effectivement. Parce qu'effectivement, là, on peut s'assurer qu'elles sont... Ils n'ont pas le droit, sont... s'il y a une autorité parentale partagée, normalement, les enfants, le père, il a le droit de savoir, par exemple, où est l'enfant. Alors, effectivement, il y a des terrains d'entente qu'on essaye de trouver avec les assistantes sociales qui essayent de mettre en place par l'intermédiaire des deux avocats, du papa et de la maman, des visites au sein de notre maison d'accueil. Les visites, effectivement, le papa a le droit de voir les enfants et il y a toujours des membres de l'équipe qui sont présents, mais pas dans la salle, mais juste à côté pour s'assurer effectivement que ça se passe au mieux. Et après, effectivement, ma collègue psychologue, en tout cas enfant, reçoit les enfants pour, on va dire, amortir le choc parce que bien souvent, il se passe des choses pas très sympas avec le papa, surtout en tout cas dans des contextes de culture différentes où le papa parle dans la langue d'origine et forcément nous on comprend pas ce qui se passe et les enfants sont pas trop d'accord avec ce que le papa dit et du coup voilà il faut réagir mais j'aimerais juste rebondir effectivement sur les femmes qui sont sauvées par la police au moment où effectivement les voisins appellent, ils entendent ce qui se passe et ils voient une femme ils arrivent au domicile et voient une femme totalement couverte de sang etc. C'est elle qui est sortie de la maison, pas le conjoint maltraitant. Et c'est elle qui est mise dans un hôtel d'accueil et c'est elle qui se retrouve sans habit. Moi, je pense à une femme aussi que je suis, sans habit, sans papier, etc. Mais oui, madame, vous les récupérez dans quelques jours, mais elle récupère rien. Finalement, il y a des choses qui disparaissent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des maris qui prennent... moi, j'avais eu comme ça une bénéficiaire qui avait vu son appartement se faire vider en même pas 2 jours, quoi. Et la complicité des amis, alors qu'elle s'est fait tabasser, quoi. Et... on l'a retrouvée pour morte. Donc ça, c'est des choses scandaleuses, quoi. Mais d'où l'intérêt de cette faculté qu'a le procureur du roi. Et là, de nouveau aussi, si la dame a un avocat, il peut aussi pousser le procureur, suggérer au procureur, est-ce que vous envisageriez pas ça? Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison, c'est elle qui est victime, mais en prime, elle doit fuir. Elle perd tout. Mais elle perd tout. Mais ça n'est, je dis pas que le système est parfait. Chaque situation est différente, mais on voit qu'on met en place de plus en plus d'outils. Il faut se familiariser avec ces outils. Il y a plein de procureurs. Je vous dis, au début, c'était pas très appliqué. Ça l'est de plus en plus. Il faut pas non plus tomber. Il faut qu'il y ait vraiment des indices sérieux, qu'on se dise il y a un problème. Et puis il y a aussi toujours le problème. Si la police débarque, trouve madame en sang, on va arrêter monsieur. Et monsieur va peut-être être conduit devant un juge d'instruction qui va peut-être décerner un mandat d'arrêt, donc c'est-à-dire le mettre en détention préventive en attendant qu'il soit jugé. Et du coup, Madame Zaza, il y a des conjoints maltraitants qui peuvent venir dans votre centre. Et est-ce que vous êtes en contact avec la police régulièrement ou comment ça marche chez vous, Madame Zaza? Voilà. D'abord, les conjoints maltraitants ne peuvent pas venir, en tout cas, sûrement pas dans les centres d'hébergement, puisque les adresses sont d'abord confidentielles et elles ont pour objet de protéger les femmes contre l'activation des violences des conjoints. Donc, ça les aide aussi. Donc, ça les met en sécurité, mais ça les aide aussi parfois à pouvoir continuer la séparation. Parce que quand elles sont parties, ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent. Elles doivent pouvoir continuer à prendre conscience encore qu'elles sont en danger, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a une crise au moment où ça se passe, oui, je suis en danger. Et puis, peu de temps après, elles vont minimiser, elles vont parfois avoir des regrets, etc. Elles vont plus très bien, elles auront envie de partir, tout en sachant qu'elles sont en danger. Et le fait d'être avec des autres personnes qui sont victimes de violences conjugales, le fait de pouvoir discuter avec des intervenants et plus réaliser ce qu'elles ont vécu, elles se rendent compte vraiment de la gravité de ce qu'elles ont vécu. Il faut dire que les femmes qui partent en général et qui ont tout laissé, elles ont vraiment leurs vêtements, les biens, parfois des biens qui ont été donnés par des familles, etc. Elles partent avec rien du tout. Donc, ce sont des femmes qui ont souvent vécu plusieurs faits de violence, voire plusieurs années de violence. Elles ont parfois pas osé porter plainte et quand elles ont
porter plainte, souvent c'est parce que là elles sont décidées qu'elles veulent partir et qu'elles demandent une protection. Donc dans ces situations-là, on ne peut sûrement pas accepter que les conjoints puissent pénétrer dans la maison d'accueil. Par contre, dans le siège social au service ambulatoire, il y a souvent des papas qui ont envie de revoir leurs enfants, de savoir où ils sont, et c'est tout à fait légitime. C'est et donc comme là, chez on vous, peut Madame les Schepper. appeler. Oui, donc à ce moment-là, c'est comme dans le home chez Madame Schepper. Donc il y a des espaces où vous laissez les papas venir voir leurs enfants. Et donc, Maître Bovy, je me retourne vers vous par rapport à la garde des enfants. Est-ce qu'un conjoint maltraitant se voit forcément retirer la garde de ses enfants? Est-ce que il peut y arriver que suite à ces violences, la police de la jeunesse soit interpellée, par exemple? Alors, donc, j'ai parlé du tribunal de la famille. Je dois préciser qu'il existe aussi le tribunal de la jeunesse. C'est pas la même chose. Le tribunal de la jeunesse intervient à l'initiative du procureur du roi quand il estime que l'enfant est en danger. Donc, quand il estime qu'aucun des deux parents ne peut constituer une protection suffisante. Donc, quand on a le cas je vais reprendre un homme maltraitant vis-à-vis de son épouse qui elle n'est pas maltraitante, le tribunal de la jeunesse ne va pas intervenir, c'est le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille, donc lui, il est saisi d'un litige par des parties et qui va trancher ce litige en ayant écouté chacune des parties. Non, le fait qu'un homme ait été auteur de violence ou une femme ait été auteur de violence ne signifie pas obligatoirement, nécessairement, qu'il va être privé de ses enfants. C'est clairement quelque chose auquel le juge va avoir égard. Et de plus en plus, on le sent. Et il y a aussi la Convention d'Istanbul, donc qui a été signée au niveau européen, qui impose aux États signataires, et la Belgique en est, de prendre toute une série de mesures pour justement prendre en compte la violence faite aux femmes et dans les procédures familiales. Et de plus en plus de juges maintenant sont formés à ça et se disent mais c'est vrai que quelqu'un qui est violent, même s'il n'est pas violent vis-à-vis de ses enfants, s'il est violent en face de ses enfants, ça va avoir des conséquences sur ses enfants, qui vont peut-être eux-mêmes devenir violents. Donc, le juge va peser toute une série de choses. Il va parfois aussi faire passer les enfants, les rencontres dans un premier temps, par un espace rencontre. Comme on en a parlé, donc qui est parfois le lieu d'accueil, d'hébergement de madame si elle est dans une situation tout à fait précaire, mais il y a toute une série d'autres centres qui sont juste là pour regarder comment se passe la relation entre le papa et l'enfant, restaurer le lien éventuellement, comprendre la dynamique. Donc le juge, il a une palette très large. Il faut savoir aussi que les dossiers en droit familial, tant que l'enfant n'est pas majeur, ils sont toujours ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais un truc totalement définitif et que dès qu'il y a un changement de situation, on peut ressaisir le juge s'il y a de nouveaux faits de violence ou si, au contraire, la situation va mieux, les parents s'entendent bien, on se rend compte que maintenant, on peut aller... donc, voilà. Mais non, c'est pas automatiquement que le papa est déchu de ses droits ou la maman maltraitante, autrice de violence conjugale va être déchue de ses droits, mais c'est un critère qui va entrer en ligne de compte dans l'appréciation du juge. D'accord. Alors, on va devoir de nouveau faire une toute petite pause. Juste après, on parlera justement des enfants et de leur impact. Je vais poser la question à Mme Karam. On va voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants et puis comment les dames vont être hébergées, accompagnées par la suite. Donc, chers auditeurs, restez avec nous pour la toute dernière partie de notre émission. On revient dans quelques instants dans Santé pour tous. Nous parlons des violences conjugales et familiales. À tout de suite. Voilà, nous sommes à nouveau avec vous. Aujourd'hui, nous parlons des violences conjugales et familiales. Nous sommes dans la toute dernière partie de votre émission. On parlait juste avant la pause des enfants et de l'impact sur les enfants. Madame Karam, quel est l'impact sur les enfants qui sont témoins de violences entre leurs parents ? Oui. Déjà, les enfants qui sont exposés à la violence conjugale sont eux-mêmes victimes d'une forme de maltraitance psychologique. Et ils auront des troubles psychologiques qui sont plus ou moins importants en fonction de leur âge, du sexe de l'enfant, de son histoire et comment est-ce qu'il perçoit les choses. On va voir chez ces enfants des symptômes post-traumatiques, de stress post-traumatique, avec des conséquences sur plusieurs aspects du développement de l'enfant. On va avoir des conséquences au niveau psychologique, avec de l'anxiété, de la dépression, etc. Ou cognitif, relationnel aussi,
des conséquences au niveau social, donc des difficultés à tisser des liens, au niveau physique avec des troubles du sommeil, de la fatigue, etc. Et évidemment au niveau académique, ça c'est Ils ont des retards d'apprentissage. Oui, des parfois. retards d'apprentissage, des difficultés à l'école, au niveau de décrochage scolaire. Enfin, ça c'est quelque chose qui se remarque assez facilement et en premier lieu. Alors l'enfant qui sera exposé aux violences conjugales, il va perdre progressivement un sentiment de sécurité qu'il est censé recevoir de ses parents. Donc il va très, très longtemps être marqué par la peur, par un sentiment d'impuissance, et il peut même aller jusqu'à se questionner sur sa responsabilité des violences. Il va se demander si c'est pas à cause de lui que tout ça arrive. Alors comment est-ce qu'il pourrait réagir? Par la parentification, c'est-à-dire que si, imaginons, il reste avec sa maman, il va prendre la place du papa. Et cette parentification, elle va être suivie d'une détresse, évidemment, parce qu'il n'a pas les compétences pour jouer ce rôle, il n'est pas apte. Et donc, la parentification, c'est une stratégie qui va avoir ses avantages sur le moment, avec des conséquences négatives à long terme. Mais la parentification, pour nos auditeurs, c'est le fait d'avoir un rôle de parent. Voilà, de jouer le rôle d'un parent avec protecteur. Son parent, Oui, voilà. pour protéger et donc, le on va parent. voir que des enfants vont vouloir protéger le plus faible dans le couple et vont vouloir protéger alors ce parent. Mais c'est une lourde charge pour un petit bout de chou Qui peut pas se construire. qui peut pas se Exactement, construire. qui pourrait pas se construire. Maintenant, le pire pour les enfants, c'est d'être au cœur des conflits entre les parents et d'être l'objet de chantage aussi au niveau notamment de la garde des enfants. Ici, il risque de se trouver dans un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'il va se dire est-ce que je dois être avec plus du côté de papa, du côté de maman, est-ce que je dois choisir? Et souvent le choix se fait, et c'est là que ça une souffrance au niveau psychique, un conflit intrapsychique qui va générer des symptômes de souffrance aussi, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'enfant va se sentir coincé, il va se sentir instrumentalisé, et le parent instrumentalise malheureusement assez souvent l'enfant dans des situations de violence conjugale, avec la manipulation, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de vivre ses émotions, même si elles peuvent paraître paradoxales. À un moment, il va être plus du côté de papa, de l'autre côté, plus du côté de maman. C'est de permettre à l'enfant de vivre ce paradoxe-là. Et en même temps, en tout cas, c'est ce qui se fait chez moi en thérapie, c'est que on va responsabiliser les parents sur l'impact des violences sur l'impact des violences sur les enfants, et aussi les mettre bien au courant de leur devoir de protection de l'enfant, pour protéger évidemment au maximum les enfants. Que l'enfant puisse être un enfant et avoir sa place d'enfant. Sa place Très d'enfant, important. tout à fait. Maître Bovy, est-il possible d'avoir une sorte de protection, de mesures judiciaires ordonnant au conjoint de se tenir à distance de la victime? Il y a plusieurs biais. Donc j'avais parlé de cette ordonnance temporaire d'éloignement du domicile conjugal. Ce qui peut arriver aussi, donc, c'est que l'affaire soit mise à l'instruction par le procureur du roi, ou via une plainte avec constitution de partie civile, où là c'est la victime qui saisit un juge d'instruction pour dire je suis victime de tel fait, je veux qu'on enquête. Dans ce cadre-là, donc quelle que soit sa saisine, le juge d'instruction peut, s'il estime que les faits que ça nécessite, entendre monsieur ou madame l'inculper de violence conjugale et éventuellement soit le placer sous mandat d'arrêt, et puis après, s'il ordonne sa libération, imposer des conditions. Et donc même s'il décide je ne vous mets pas sous mandat mais je vous impose des conditions, et au rang des conditions figure souvent l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et ça, c'est temporaire, c'est tant que l'enquête dure, c'est renouvelable tous les 3 mois, mais une fois que le jugement du tribunal correctionnel est prononcé, cette interdiction, elle tombe. Alors là, le tribunal correctionnel peut lui aussi former une forme d'interdiction en prononçant par exemple un sursis probatoire, en disant bon monsieur, je vous entends, vous avez été auteur de violences conjugales, je vous condamne à une peine de 2 ans, mais je dis que vous ne devrez pas faire ces 2 ans de prison si vous faites une formation de suivi de gestion de la colère et vous rencontrez votre assistant de justice, vous voyez un psychologue, et au rang de ces conditions, il peut dire je vous interdis aussi de prendre contact avec la victime. Mais là encore, c'est limité dans le temps. Donc, c'est-à-dire que le délai d'épreuve est de maximum 5 ans. Donc, il n'existe pas de manière préventive d'interdire à quelqu'un d'entrer en contact ou de se présenter au domicile d'une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la liberté de circulation, enfin tout ce qui est privatif de liberté doit l'être dans un jugement, et heureusement. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais ce qui signifie parfois que certaines personnes disent oui, mais du coup c'est scandaleux parce que préventivement on ne sait rien faire. Je peux pas, si je pense qu'il va revenir une fois 5 ans après le jugement, j'ai quand même peur qu'il revienne, on ne peut rien faire. Non. Mais je me permets, je suis avocat, de rappeler qu'il y a une logique à ça.
c'est que sinon, on peut tous faire l'objet d'interdiction de circuler, d'interdiction... voilà, c'est bien que ça reste quand même cadré dans un cadre légal. Mais bon, si, par contre, il a son délai d'épreuve, et puis à l'issue de son délai d'épreuve, il revient retoquer chez vous, il faut tout de suite retourner à la police. Et là, certainement que votre plainte va être suivie avec encore plus d'efficacité que ne l'avait été... Parce que ça, les procureurs du roi, sur les récidivistes, ils sont quand même assez réactifs. Ok. Et donc, moi, je me retourne un petit peu aussi vers Madame Speer, parce que du coup, finalement, cet accompagnement, est-ce qu'il y a des structures spécifiques qui peuvent accompagner les conjoints qui sont maltraitants? Alors oui, tout à fait. Il y a des ASBL qui effectivement fonctionnent avec une équipe pluridisciplinaire qui accompagne ces personnes-là, mais il faut savoir que tant hommes que femmes, il faut savoir que ce travail-là, c'est un travail très ardu, parce que finalement, on fonctionne avec des personnes qui, en général, ne sont pas réellement prêtes à se remettre en question, à travailler finalement ce qui ne va pas chez eux. Quelque part, il y a une façon de manipuler un peu l'autre, y compris le thérapeute, il faut le dire. Et donc, il faut y aller tout doucement avec ces personnes, vraiment entrer vraiment de façon bienveillante, et c'est assez paradoxal, dans l'accompagnement avec ces personnes. Donc, c'est-à-dire travailler finalement un récit de vie qui est le leur, finalement, tenter de comprendre ce qui fait qu'à un moment, ils ne supportent plus des situations qui les dépassent, finalement. Des frustrations. Tout à fait. Voilà, c'est souvent ça. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident, parce que souvent les personnes n'acceptent pas qu'elles ont que c'est un problème et qu'elles ont un problème. Et n'acceptent pas finalement que de la violence a émané d'eux ou d'elles, finalement. Non, moi j'ai pas fait ça, mais tu inventes, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, tu exagères. C'est juste que une fois levé la voix sur toi. Ouais. Voilà. Donc d'où la manipulation et les mensonges, effectivement, qu'il faut pouvoir effectivement traiter, mais pas directement. Et moi j'ai remarqué que c'est quand même pas tous les psys qui sont aptes à recevoir ce genre de profil, parce que il y a parfois des gens qui tombent vraiment dans le panneau quand on a des personnes qui sont assez beaux parleurs, qui savent manipuler, et on finit par croire un petit peu tout ce que la personne peut dire en face. Voilà, il faut, enfin c'est quand même pas évident, hein, s'il n'y a pas de fait, ou en tout cas si on voit pas un casier où on n'a pas des preuves, parfois on se dit mais c'est pas possible, ces gens sont si charismatiques. Mais parfois on le sait qu'ils nous mentent, on le sait qu'ils nous inventent des histoires, ou alors c'est ma femme qui fait ça, c'est mon compagnon qui fait ça. Il faut pouvoir accepter d'entendre des mensonges. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on accrédite ce qui est en train de se dire, mais travailler avec ça, parce que c'est avec ça c'est ça qui va nous permettre d'avancer petit à petit. Oui, voilà. Madame Zaza, combien de temps on peut rester dans votre centre? Combien de temps on peut être hébergé chez vous? L'hébergement a un délai de 6 mois, mais on voit que on n'est plus dans cette réalité. Bon, d'abord il y a la crise immobilière qui est pas nouvelle, qui ne permet pas aux femmes un relogement rapide, mais tout dépend aussi des violences, des faits de violence que la femme va vivre. Certaines continuent à avoir des menaces et se sentent encore en danger, même après 6 mois. Donc on attend souvent que toutes les démarches essentielles puissent être effectuées, notamment les mesures urgentes et provisoires, que le droit de visite soit établi, on prend un peu toutes les précautions pour voir si maintenant elle est en sécurité et qu'elle peut rétablir des contacts avec le papa des enfants s'il y a lieu de rétablir des contacts pour le droit de visite. Donc c'est de plus en plus long les délais. À cause d'une orientation qui devient de plus en plus difficile, les maisons d'accueil sont saturées. Alors je ne vous parle même pas de la période de confinement, où il y a plus de places disponibles, et même les situations d'urgence sont difficiles à poursuivre, à aboutir, puisque nous avons en ce moment 22 familles qui sont sur une liste d'attente et qui attendent déjà depuis le début janvier et qui ne peuvent pas encore être accueillies. Il n'y a absolument pas assez. Ça, c'est les associations de défense des droits des femmes ne font que le dire et le crier. C'est catastrophique. Et on a un manque catastrophique de structures de ce type-là. Et donc, quand le gouvernement dit on va mettre en place des plans de lutte contre la violence contre les femmes, il est impératif d'allouer des budgets pour ce type de structure. Parce que tant que cette personne, si elle n'a pas de ressources à côté, c'est que si elle dénonce monsieur, elle risque de se retrouver à la rue, elle ne va pas le dénoncer et la violence va continuer. Et donc ça, c'est
J'avoue que je Oui, reste toujours assez et surprise de voir à quel point on alloue peu de moyens à ce réseau-là. Et alors, moi, je m'étonne. Là, vous dites, vous êtes 2 psychologues. C'est ça. 2, c'est pas assez. Il y a combien de bénéficiaires dans le centre? Énormément. Mais c'est la folie. Enfin, 2 psychologues. C'est comment on peut. Nous, on ne fonctionne pas avec de liste d'attente. Malheureusement, on reçoit beaucoup de demandes tous les jours au téléphone et on n'a pas de liste d'attente parce que c'est pas possible. Mais parce que moi, ça me fait penser à une situation aussi d'une dame qui est venue chez nous justement chercher de l'aide à l'espace santé famille et où la dame, en fait, il y a le système où le mari est parti la chercher à l'étranger pour se marier parce que je crois que monsieur ne trouvait pas d'amoureuse ici et donc il va chercher la dame qui connaît rien du tout, qui a grandi dans sa famille, qui connaît rien du tout. Elle arrive ici, elle se fait taper dessus, le gars est drogué, voilà, un truc qu'on voit assez régulièrement dans nos consultations, sauf que en fait, elle s'enfuit, mais elle n'a pas les papiers, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à la rue. Elle ne s'est pas retournée dans son pays parce que là-bas, le divorce est hyper mal vu et que les gens sont pauvres et qu'ils ont peut-être donné leur fille comme ça parce qu'ils sont pauvres. Et elle ne s'est pas restée en Belgique parce qu'en fait, elle n'a pas ses papiers et elle n'a pas le droit d'aller dans des centres d'hébergement parce qu'elle n'a pas les papiers. Et alors on est là et cette femme elle est là. Enfin on en a plein des comme ça. Non Elle n'a pas le droit, mais effectivement elle n'est pas la seule dans cette situation-là. Même dans les centres d'hébergement, effectivement c'est compliqué quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Nous on ne sait pas toujours où les orienter ces madames-là. Les centres d'hébergement sont payants. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas les papiers, mais c'est surtout parce qu'elles n'ont pas les moyens. Elles doivent recourir au CPAS et le CPAS ne leur est pas accessible parce qu'elles n'ont pas de papiers. Elles ont juste la carte santé. Oui, voilà. Et donc c'est d'où aller voir un avocat. Les conditions pour les regroupements familiales sont vraiment, c'est presque une arme pour les auteurs de violences qui vont les utiliser comme une violence administrative et comme une menace. Voilà, je te menace de retirer le papier si tu ne te soumets pas à mes violences, à ce que je désire, etc. et tout. Et on parle de violence, mais chez nous on parle aussi de viol. C'est des trucs. Mais là, sauf erreur de alors je ne m'y connais pas parce que ça relève du droit des étrangers, c'est une matière que je pratique pas. Mais j'ai le sentiment qu'il y a justement certains cas où le fait que vous soyez victime de violence va vous permettre d'obtenir un titre de séjour temporaire mais parfois allez-y le prouver. Mais mais il y a des avocats en droit des étrangers. Ce qu'il faut aussi savoir, et particulièrement à Bruxelles, c'est qu'on est tous spécialisés. Il y a plus beaucoup de généralistes, et donc il faut aller voir un avocat qui est spécialisé dans cette matière-là. Mais là, je peux vraiment pas m'avancer parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais je crois qu'il y a peut-être des solutions qui peuvent être mises en place. Mais tout de suite, je dis, ça reste extrêmement compliqué. C'est un chemin de croix pour ces femmes-là, c'est certain. Oui. On va tout doucement vers la fin de notre émission. Moi, j'avais envie de vous demander, par exemple, à Madame Zaza, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux familles qui voient de la violence chez leurs proches? Parce que parfois, on se sent impuissant. Comment on peut les conseiller, ces familles-là? Alors, il faut tout de suite dire que rester neutre ou ne pas aider une victime de violence conjugale dans sa famille, dans les personnes proches, ou bien même quand elle n'est pas proche, c'est valider le comportement violent de l'auteur. Tout à fait. Et donc, mais en même temps agir, on pourrait comprendre que ça peut sembler difficile par rapport au fait qu'elle vient, qu'elle retourne, par rapport au fait que ce que je vais dire et faire peut mettre en danger la personne victime ou bien me mettre en danger, moi qui dénonce, ou c'est peut-être délicat parce que l'auteur de violence est peut-être mon frère, mais en tout cas, donc voilà, c'est un choix. C'est très important de dire que ne rien faire, c'est cautionner la violence conjugale et lui donner le sentiment à l'auteur d'être autorisé à continuer les violences. Donc on peut donner en tout cas au moins des numéros clés, des numéros faciles à retenir, taper sur internet violence conjugale ou bien aide de violence conjugale. On a le numéro vert 0800 30 030 qui peut vraiment donner toutes les informations. Donc on peut orienter en donnant des numéros utiles, le numéro de la police. On peut aussi, pour les personnes proches, en tout cas,
les écouter, ne pas rompre le contact, parce qu'une stratégie de l'auteur de contrôle et de domination, c'est de les isoler. Donc, ne pas rompre le contact, continuer à les écouter, à les soutenir dans leur effort, à respecter leur rythme si elles partent, si elles ne partent pas. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et aussi établir avec elles un scénario de protection au cas où elles voudraient partir, parce que même si elles ne partent pas, on peut leur dire ok, là t'es revenu, là t'es pas parti, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu te sens en danger? Voici un numéro. Établir avec elles des échanges et des codes. Quand tu dois partir, qui tu vas prévenir, comment tu m'appelles, tu me laisses par exemple 2 appels en absence ou 3 appels en absence. Voilà, continuer le contact avec les personnes, ça c'est très important. Alors, je voulais aussi demander un petit mot pour la fin à chacune d'entre vous, un petit conseil en quelques mots pour nos auditeurs. Alors, moi, je voudrais juste remercier l'ensemble de mes collègues qui font un travail remarquable malgré les conditions actuelles. Notre travail n'est pas facile tous les jours, mais je trouve que la cohésion de notre équipe est vraiment géniale et permet en tout cas de fournir un soutien au mieux, en tout cas aux femmes et aux enfants qu'on a au Home du Pré. Voilà. D'accord. Et donc on pourrait dire à nos auditeurs et nos auditrices, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Exactement. Tout à fait important. Madame Karam? Justement, que ce soit les victimes ou les auteurs, ils ne sont pas seuls. Il y a des professionnels qui sont vraiment spécialisés dans cette thématique-là, qui n'hésitent pas à demander de l'aide. Vraiment, j'insiste, les victimes ou les auteurs, tout à fait. Que ce soit chez un professionnel ou une institution compétente. Voilà. Maître Bovy? Oui, mais même chose, je dirais, il y a de l'aide, il ne faut pas hésiter à parler de ce qu'on vit, il ne faut pas hésiter à, même quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire de tout ça, en parler. Et si je peux me permettre un petit message au gouvernement, vous dites que la lutte contre les violences contre les femmes est une priorité, ayez les moyens de vos ambitions et injectez massivement de l'argent dans les structures d'accueil, parce que tant qu'on dira je ne veux plus qu'il y ait de violences faites aux femmes et qu'elles devront attendre 6 mois avant de pouvoir être hébergées, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'ils l'entendent. Voilà. Eh bien, je vous remercie vraiment merci la qualité de ces échanges. Merci à nos spécialistes. Nous vous retrouvons samedi prochain de 14 à 16h dans votre émission Santé pour tous. Nous sommes aussi présents sur les réseaux. Vous pouvez aller sur la page Instagram ou la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end.